Nous avons vu que le droit international connaît la possibilité d'adopter des mesures de contrainte, des voies d'exécution, appelées parfois, pour des raisons peut-être plus diplomatiques que juridiques, des sanctions. Mais ces sanctions, en principe, n'impliquent pas le recours à la force armée. Il peut arriver cependant, et c'était plus exceptionnel, que le recours à la force publique soit nécessaire. Alors, c'est l'hypothèse où il faut demander en quelque sorte la main forte, l'utilisation de la force. Section 2, la main forte, l'utilisation de la force pour l'exécution du droit international. Section 2. Nous l'avons vu, le principe est que les sanctions internationales sont exécutées par les procédures d'exécution du droit interne. Lorsqu'on voit les embargos décrétés par le Conseil de sécurité, par exemple, des Nations Unies, on voit ensuite les procédures nationales, policières, douanières, judiciaires, être mises en marche pour obtenir l'exécution par la force, dans le ressort de chaque État, de la sanction internationale. Parfois, c'est une mise à disposition ordinaire, non contrainte par le droit international. Parfois, c'est le droit international qui oblige l'État et qui organise ainsi, par cette obligation, à utiliser la force nationale au service de l'obligation internationale. C'est le cas de l'obligation d'exécuter, bien sûr, les sanctions du Conseil de sécurité, mais c'est aussi le cas plus banal à travers la coopération judiciaire internationale qui permet d'appréhender la personne qui se trouve à l'étranger et accorder l'extradition de cette personne, les règles internationales aussi qui encadrent l'exéquatur des décisions étrangères, c'est-à-dire qui permettent d'exécuter à l'étranger la décision de l'État, ou encore les procédures qui permettent de recueillir les preuves, les témoignages à l'étranger. Et dans ce domaine de la coopération judiciaire, des règles internationales viennent encadrer l'utilisation de la force publique nationale au service, en quelque sorte, de la réalisation de l'objectif recherché par le droit international. Mais le droit international connaît et gère, certainement avec difficulté, également l'utilisation de la force extérieure, la force militaire. On sait que l'objectif de la charte de San Francisco était de réduire autant que possible le recours à la force armée. Hélas, l'histoire contemporaine montre la multiplication des conflits et donc la place encore importante de l'utilisation de la force armée dans les relations internationales. L'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies interdit le recours à la force à chaque fois qu'elle est dirigée contre l'intégrité territoriale d'un État, son indépendance politique ou de toute autre manière incompatible avec la Charte. Ce n'est donc pas une interdiction générale de la force, c'est une exclusion, une réglementation qui exclut l'utilisation dans les hypothèses très larges, aussi générales que possible, dirait-on, identifiées par l'article. Concrètement, cela veut dire que la charte admet l'utilisation de la force dans plusieurs cas de figure, des cas de figure qui ne soulèvent pas de difficultés juridiques et d'autres qui en soulèvent, et de plus en plus. La première hypothèse, celle qui ne soulève pas de difficultés, est celle de la décision du Conseil de sécurité. C'est le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, à nouveau, c'est le droit de veto aussi des 5 membres permanents, France, Royaume-Uni, Chine, Russie, États-Unis. Comme pour les sanctions non militaires, le fondement de l'action est l'article 39 de la Charte, c'est-à-dire le constat qu'une situation constitue un acte d'agression, une rupture de la paix ou une menace simplement contre la paix. Cette dernière rubrique, la menace contre la paix, a permis au Conseil de sécurité d'intervenir dans des situations très différentes, y compris parfois, comme dans l'affaire haïtienne, dans des situations qui pouvaient paraître purement intérieures
à un État. Donc, il y a une grande souplesse dans l'appréciation de l'existence d'une menace contre la paix. Une fois cette discrétion utilisée, ce pouvoir discrétionnaire utilisé par le Conseil de sécurité, il peut alors décider les mesures qui sont nécessaires, y compris sur le fondement de l'article 42 de la Charte, le recours à la force navale, aérienne, terrestre. C'est l'hypothèse extrême. Elle ne soulève pas de difficulté dans la mesure où c'est le Conseil de sécurité qui l'autorise, avec l'absence d'opposition des 5 grandes puissances qui ont le droit de veto. Cependant, la pratique a fait apparaître des difficultés, et notamment le fait que, alors que la charte concevait un contrôle complet du Conseil de sécurité sur l'opération militaire, le Conseil de sécurité allait organiser les opérations, la pratique a fait apparaître des situations ordinaires dans lesquelles le Conseil de sécurité autorise le recours à la force, et puis les États font une coalition pour mettre en œuvre cette autorisation, et le Conseil de sécurité s'efface largement, sinon complètement, et ne dirige pas les opérations militaires. On a pu s'interroger dès la première guerre du Golfe, mais avec beaucoup d'acuité lors de la crise libyenne, on a pu s'interroger sur la question de savoir si l'opération qui se déroulait sous les yeux de tout le monde était bien l'opération destinée à assurer un cessez-le-feu et à protéger des villes qui avaient été autorisées par le Conseil de sécurité. Le deuxième cas de figure qui ne soulève pas de problème de principe, du moins dans son aspect le plus général, est la légitime défense, qui est prévue à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit, je cite, « Aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte aux droits naturels inhérents » dans la version anglaise, droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires. Donc c'est l'institution classique de la légitime défense, et elle est conçue ou était conçue comme une mesure provisoire dans l'attente d'une décision du Conseil de sécurité. Or, comme il est arrivé souvent que le Conseil de sécurité ne décide pas, ce pouvoir de légitime défense provisoire devenait durablement provisoire et s'installait comme le seul cadre juridique des hostilités de celui qui est victime d'une agression. Les limites du champ d'application de la légitime défense, elles, sont incertaines. Dans la conception classique, la légitime défense est le fait pour celui qui subit une attaque militaire d'utiliser tous les moyens proportionnels pour repousser l'agresseur. La pratique, et sur la base de la charte, a admis que la victime de l'agression pouvait être assistée par ceux qui voulaient bien lui prêter leur concours. C'est la question de la légitime défense collective qui a structuré les relations internationales pendant longtemps et continue d'ailleurs à les structurer. On sait que l'Alliance Atlantique, par son article 5, est une alliance militaire destinée à organiser, dans un cadre relativement souple formellement, la légitime défense collective de ses membres. Mais dans ces différentes hypothèses, ce qui était en cause était la riposte à une agression d'un État étranger. Et alors la question qui a fini par se poser dans la pratique est celle de savoir à partir de quel moment il y a une agression, et la question de savoir si l'existence d'une menace imminente, la préparation, entre guillemets, de l'agression, pouvait justifier la légitime défense. Et on a vu, à partir de l'après 11 septembre, des doctrines se développer
qui tendent à retenir une interprétation large de la légitime défense. Ces interprétations n'ont pas fait l'objet, à ce jour, d'une appréciation du Conseil de sécurité qui permettrait de considérer, même rétrospectivement, qu'elles étaient une bonne interprétation de la Charte. En revanche, cela ne veut pas dire que toute utilisation de la force autre que la légitime défense serait exclue. Deux hypothèses. D'abord, la plus importante historiquement, ce qu'on appelle l'intervention d'humanité. C'est-à-dire le fait pour un État, non pas l'intervention humanitaire, l'intervention d'humanité. Le fait pour un État de procéder à une opération ponctuelle en territoire étranger pour y assurer la sécurité de ses ressortissants, ses propres ressortissants, qui se trouvent sous la menace à l'étranger, alors que l'État territorial n'est pas en mesure d'assurer cette sécurité. L'État national se substitue alors à l'autorité locale défaillante pour prêter secours à ses nationaux et éventuellement les rapatrier. L'intervention d'humanité, qui est une institution ancienne du droit international et qui est considérée comme relevant de la coutume et donc non incompatible avec les buts et principes de la Charte au sens de l'article 2, paragraphe 4. Mais au-delà de ce cas de figure, on a vu aussi dans la pratique se développer d'autres situations qui, sans se confondre avec elles, ça rapproche dans leur logique. Il peut arriver qu'un État, dans une situation particulière de faiblesse, ne soit plus en situation de réprimer des activités hostiles contre un territoire étranger. Ce n'est pas l'État territorial qui est en cause. Ce n'est pas lui qui organise des attentats, des opérations militaires ou paramilitaires dirigées contre les intérêts étrangers, simplement, ou les États étrangers, simplement, il n'a pas les moyens, ou pas la volonté. Théoriquement, ce serait pas les moyens de éviter cette situation. Alors, la pratique a montré, sans porter atteinte à l'intégrité territoriale, c'est-à-dire sans chercher à s'approprier des territoires, sans atteinte à l'indépendance politique, c'est-à-dire sans chercher à renverser un régime politique, il pouvait être admis que l'État se défende, entre guillemets, plus exactement se substitue à l'État territorial défaillant pour faire cesser la menace, y compris par des raids aériens, par des opérations de type militaire. On entre ici cependant dans une zone d'incertitude qui est un élément de la pratique internationale, un élément dont je voudrais dire qu'il est parfois, et même trop souvent, exagéré. Je voudrais finir ce bref parcours à travers les grands principes du droit international par là où on a commencé. On voit la guerre et la paix. On voit les grandes crises. Et on voit que le droit international ne les règle pas comme beaucoup le souhaiteraient. Mais ce n'est peut-être pas son rôle principal. Le droit international, comme tout droit, ce n'est pas d'abord un droit des situations extrêmes, lorsque la politique et l'histoire reprennent le dessus. Le droit international, c'est d'abord le droit qui tend à éviter ou à réduire autant que possible les situations extrêmes. C'est d'abord le droit de la gestion des questions ordinaires. Questions parfois techniques, comme la question de la protection de l'investissement, la question de la fiscalité internationale, questions parfois plus sensibles comme la protection des droits de l'homme, mais questions qui, en définitive, n'ont pas comme objet principal de gérer la guerre et la paix qui se trouvent encore à ce jour, peut-être faut-il dire hélas, mais qui se trouvent en tout cas encore à ce jour livrées pour l'essentiel à la politique.